Cette semaine au Balado, on parle du documentaire de Rebel News sur la crise humanitaire à Cuba avec la journaliste Alexa Lavoie. Et Jonathan Hamel commente le discours du président de la Banque nationale et nous partage ses propositions personnelles pour sortir le Québec de l'impasse économique. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média et bien plus. Et aujourd'hui, dans cette première partie, j'ai la joie d'être en compagnie d'Alexa Lavoie de Rebel News. Alexa, bonjour. Bonjour. Alors, Alexa, c'est une joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui au Libre Podcast pour votre première apparition, disons ça comme ça, mais on se connaît, vous avez déjà couvert plusieurs événements Libre Média, donc c'est toujours une joie de vous retrouver. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une aventure, d'un reportage documentaire, comme on pourrait dire, que vous avez réalisé sur Cuba. Vous êtes allé, disons, undercover, comme on dit en bon français, sur place pour voir la situation. Mais avant d'entrer dans les détails de votre passage sur l'île communiste, parlez-nous un peu d'où vient cette idée d'aller à Cuba. Quelle était votre intention en vous rendant sur place et en courant des risques? Là, on va avoir l'occasion d'en parler, mais quelle était votre intention à aller à Cuba? Ben, on peut se tutoyer puisqu'on se connaît, mais on a décidé d'aller à Cuba. C'était pour faire un suivi de ce qui s'était passé avec bon les États-Unis, la capture de Maduro et le fait qu'on est allé également à Miami pour parler avec la communauté exilée vénézuélienne. Et moi, j'avais vraiment dans l'idée d'aller à Cuba parce que Donald Trump avait évoqué le fait que Cuba pourrait être la prochaine destination où ce qu'il y aurait peut-être une intervention des États-Unis pour justement non seulement rétablir une certaine démocratie, parce que là-bas, il n'y a pas de démocratie, là, c'est un parti unique, le peuple est opprimé, les gens ne peuvent pas parler librement. Et donc, j'avais comme juste lancé l'idée que ça pourrait être une option, mais avec des risques. C'est sûr qu'aller dans un pays où ce que tu n'as pas le droit de parler contre le régime, où ce que les médias sont contrôlés, où, dans le fond, ça peut te Mais justement, coûter. à ce niveau-là, par exemple, si vous aviez voulu y aller là, avec l'autorisation, tout ça, est-ce que c'est possible Non. d'aller sur place? Non, c'est vraiment impossible, là. Vous envoyez Ben peut-être, j'imagine, théoriquement, le ministre de la vérité, ou le ministre des Communications et des médias à Cuba. C'est possible d'y aller ou pas, disons, c'est à visage possible, découvert? mais le contenu va être contrôlé, et tu n'auras pas le droit vraiment de couvrir certaines choses. Comme on l'a vu aussi, il y a eu quelques reportages qui ont été faits par les médias traditionnels comme TVA, Radio-Canada, et à chaque fois que la personne disait quelque chose par rapport au régime, posait une question par rapport au régime, la personne disait, ben vous savez, on peut pas vraiment élaborer sur le sujet et passer directement à une autre question. Justement pour pas avoir de problème, pour pas non plus se faire détenir par le régime. On veut pas aller en prison, surtout que ça doit pas être des prisons géniales, là, comme ici au Canada, qui doivent être vraiment mieux. Là. Mais Est-ce qu'il y a des journalistes internationaux en ce moment en prison à Cuba ou c'est vraiment juste des prisonniers politiques, disons, ils ont, cubains eux-mêmes? ils ont pas de ils ont des prisonniers politiques, mais ça n'apparaîtra jamais comme un prisonnier politique parce qu'ils vont les emprisonner sur d'autres raisons. Donc, c'est impossible de savoir combien il y a de prisonniers politiques sur l'île parce que ça n'apparaît pas comme tel. Donc, on n'a absolument aucune idée parce que la plupart des gens qui sont emprisonnés, mais tu sais, juste comme on me racontait que durant la manifestation de 2021, durant la COVID, eh bien, les gens qui ont manifesté, plusieurs d'entre eux, quasiment la totalité, ben, ceux qui ont été en fait attrapés, sont en prison en ce moment. Ils ont été envoyés en prison pour à peu près 20 à 30 ans. Ce qui est, tu sais, je veux dire, la vie était terminée. Là. Je veux dire, si t'es 50 ans, 20, 30 ans en prison, tu sors de là, puis surtout que les gens vont pas vouloir
prendre la chance parce que souvent, ben, les hommes, c'est ceux qui vont fournir l'argent pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, si le mari puis le revenu disparaît, comment que la famille va faire en sorte pour survivre? Il faut dire que en ce moment, il y a des enfants qui boivent de l'eau avec du sucre parce qu'ils sont pas capables de se payer du lait en poudre. Donc, à un certain moment, il faut que tu choisisses entre ta survie ou manifester contre un gouvernement. Donc, tu sais, je peux comprendre que la situation économique n'est pas, ne leur permet pas justement là, de se lever puis d'aller manifester. Puis, tu sais, ils le disent tout, hein, et ça sera pas de eux, ça viendra pas de eux pour le changement de régime. Il faut vraiment avoir de l'aide extérieure, une aide étrangère. Et c'est pour ça que plusieurs d'entre eux espèrent que les États-Unis fassent quelque chose là, à ce niveau-là. Et c'est exactement ce que les États-Unis sont en train de faire en empêchant l'arrivée de pétrole des autres pays, comme admettons le Mexique ou d'autres pays de l'Amérique latine ou mettons de la Russie ou de la Chine, ben ça va faire en sorte que ça va les comment on pourrait dire ça? Je l'ai juste en anglais là, mais comme les Allez-y, on parle coincer. anglais ici. On va comme les coincer, tu sais, Mmh. qu'ils vont plus pouvoir, Suffoquer, faire on ben, c'est essaie ça, ils vont de se ouais. suffoquer au niveau, économique, au niveau Mmh. des ressources et dans l'optique de pouvoir faire un accord de changement de régime et de réouvrir le marché, sur l'île. Donc ça reste encore à voir. Les Cubains sont au courant que s'il y a une opération militaire, une intervention militaire des États-Unis, ça va faire mal, ça va prendre du temps, ils vont avoir à souffrir pendant un certain moment, mais ils disent tous que si c'est le prix de la liberté, ben ils sont prêts à passer à travers. Fait que, tu Ouais, le sais, payer, les gens, ça peut pas être pire d'une certaine façon de leur point de vue, là. il reste plus rien. Tu sais, quand moi, j'entends des gens dire que ah, les marchés, il y a des fruits et des légumes, ils sont pas capables de se l'acheter. Oui, il y en a peut-être des fruits et des légumes puis des choses à acheter. Ils sont pas capables de l'acheter. Ils ont pas l'argent. Peut-être un petit bananier derrière leur maison, peut-être. On peut penser à ça parce que Cuba, bon, c'est un grand producteur de canne à sucre. Donc, il y a aussi, d'une certaine façon, deux économies parallèles. Je me rappelle, à l'époque, avoir déjà visité l'île. Et bon, il y a plusieurs choses qui m'avaient surpris parce qu'il y a un contraste, c'est-à-dire que tout est nationalisé là-bas, Oui. mais il y a comme une économie parallèle par rapport aux touristes et même la Mhm. monnaie est différente. On appelle le peso convertible, qui est le peso, bon, à l'époque, là, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui était un peso, disons, pour touristes, c'est-à-dire que, et qui était, du point de vue du gouvernement, basé sur la valeur de l'euro. J'avais trouvé ça assez malhonnête de leur part, étant donné la grande quantité de touristes canadiens qui sont à Cuba. Ils font, je pense, 50% de l'ensemble de la population des touristes qui viennent à chaque année et d'avoir donné la valeur arbitrairement du peso convertible à l'euro. J'avais trouvé ça assez malhonnête de leur part parce qu'on perdait au change, là. Donc, c'est vraiment disons, comment faire confiance justement à un régime dont l'arbitraire est en même temps malhonnête. Donc, c'est un peu ça, mais parlez-nous un peu de cette économie un peu, disons, segmentée entre, d'une part, l'économie liée au secteur touristique et l'économie, disons, réelle interne à Cuba. Comment ça se passe un peu les relations entre les deux castes, on pourrait dire, là, les deux segments de la société? Ben, c'est vrai ce que vous évoquez. Dans le fond, il y avait, nous, le peso, mais souvent, les gens préféraient avoir de l'argent américain parce qu'ils savaient très bien que du jour au lendemain, le peso pouvait complètement, craché. C'est ce qui s'est passé. En ce moment, le peso vaut quasiment rien, mais l'argent américain garde toujours sa valeur. L'ar L'argent américain et c'est contrôlé, hein. Le gouvernement contrôle l'échange, de l'argent américain qui est au même, niveau, peu importe. Alors il faut vraiment, faire affaire avec le marché noir qu'on appelle ou les marchés de rue pour avoir, un bon, taux de change avec de l'argent américain, mais les gens
vraiment priorisent l'argent américain là, par-dessus leur propre monnaie parce qu'ils savent très bien qu'est-ce qui peut se passer avec leur argent et justement le pouvoir d'achat. Il y a aussi la réalité du 2 marchés, dans le sens qu'il y a 2 types de marchés où ce qu'on peut acheter des denrées, des biens. Tu as le marché qui va s'adresser plus aux travailleurs d'hôtel, aux travailleurs, pour le régime et tu as le marché pour les autres personnes. Parce qu'il y a des choses que les gens d'hôtel, les gens qui travaillent pour le régime peuvent se payer et les autres ne peuvent pas nécessairement. Donc, tu sais, dans ces marchés-là, on va avoir de la viande, on va avoir des œufs, on va avoir plein de choses là, tu sais, on le voit. Là, moi, j'en ai vu quelques-uns, là, puis tu sais, il y en a des choses à acheter. Malheureusement, c'est que même les docteurs, les enseignants sont pas capables de se payer avec un salaire qui peut aller de environ 14 à 20 US par mois. C'est extrêmement difficile de pouvoir se permettre de s'acheter de la viande. Donc, la plupart ne mangent pas de viande. Aussi, la plupart n'ont pas aussi à prendre de sel parce qu'ils savent que qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des problèmes de reins parce qu'ils peuvent pas se permettre d'être malades sur l'île, puisqu'il y a pas de produits médicaux. Dans le fond, il y a pas de médicaments, il y a pas rien. J'ai visité plusieurs de ces pharmacies-là. Ils sont toutes vides. Ils sont littéralement toutes vides et ça se remplit, puis ça se remplit à peu près une fois par mois, ça se vide en l'instant de quelques heures. Et ensuite de ça, il y a plus rien sur les tablettes. Puis, les pharmacies sont la propriété du gouvernement. Tout est la propriété du gouvernement. Donc, les gens ne veulent pas qu'on prenne des photos, surtout les travailleurs de pharmacie, parce qu'eux autres, ils peuvent perdre leur emploi à cause qu'ils laissent des gens voir la réalité à l'intérieur de ces pharmacies-là. Donc, il y a vraiment 2 réalités. La réalité de ceux qui vont appuyer le régime, qui vont travailler dans un certain sens là, pour le régime et les travailleurs d'hôtel. Puis les travailleurs d'hôtel, ben, c'est pas genre tu vas appliquer avec ton CV, là. C'est si tu connais quelqu'un, tu as des contacts, mais tu es capable de rentrer dans le système hôtelier. Mais sinon, too bad. Tu rentreras pas là, dans ce système-là. Là. Dans votre documentaire intitulé Viva Trump, Rebel News s'infiltre en secret dans la Cuba communiste, qu'on peut aller consulter et voir sur Rebel News Québec, et la version entre guillemets originale là, se trouve sur la version anglaise là, de Rebel News, Viva Trump, Rebel News goes undercover in communist Cuba. Donc, Alexa Lavoie, vous avez quand même eu du courage d'aller sur place, puisque peut-être c'est votre dernière fois, parce que j'imagine que disons, le KGB cubain a dû regarder votre documentaire et maintenant vous devez sensiblement être fiché à l'entrée, si ce n'est peut-être qu'ils n'ont pas la technologie pour la reconnaissance faciale, ils le font encore à vue d'œil, peut-être. Enfin, parlez-nous comment est-ce que, justement, parce que dans le titre, on parle de Viva Trump, donc comment est perçu Trump? J'imagine qu'il, par le régime cubain officiel, c'est l'ennemi juré mortel, pourrions-nous dire. Mais pour la population qui souffre, que vous avez rencontrée, là, parlez-nous, quelle est l'opinion de l'administration américaine actuelle, Alexa Lavoie? Autour des hôtels, autour des lieux touristiques, on voit des gens qui sont un peu plus pro-régime, donc qui vont voir Donald Trump comme un homme qui est complètement fou. Alors que quand on s'en va vraiment dans les rues, là où ce que c'est moins touristique, les gens le voient comme un homme qui veut juste protéger son pays, qui c'est un homme qui est intelligent, il sait comment justement dealer, puis comment justement aller chercher le meilleur pour son pays, les opportunités. Plusieurs aimaient l'homme en question, aimaient ce qu'il était en train de faire pour l'Amérique latine. Euh, et également appuyait dans un certain sens ce qu'il avait fait au Venezuela. Parce que, bon, il faut comprendre l'histoire entre Cuba et le Venezuela qui est très intrinsèquement euh, liée. Parce que Chavez et Maduro avaient été entraînés à Cuba. La garde rapprochée de Maduro était des Cubains.
parce que Maduro ne faisait pas confiance aux Vénézuéliens. Donc, c'était des Cubains qui étaient là pour sa protection. Donc, tu sais, il y avait vraiment un échange entre les 2 places, en échange de pétrole. On avait, des technologies qu'on pouvait donner justement au Venezuela et donc je ne me rappelle plus où est-ce que je m'en allais avec ça. C'était quoi la Donc, question? la population en général, bon, il y a deux discours sur l'administration américaine. Oui, Donc, celle officielle où est-ce oui, que, bon, c'est un ennemi et tout ça, ennemi du progrès social et de la redistribution, disons, universelle. Et d'un autre côté, il y a la population que vous avez rencontrée, qui n'est pas nécessairement celle avec laquelle les touristes québécois, par exemple, sont en contact non. lorsqu'ils vont sur l'île. Donc, vous les avez rencontrés, vous avez pris le pouls de leur souffrance et d'une certaine façon, ils comprennent que leur intérêt serait dans une normalisation des relations avec les États-Unis. C'est ça qu'on comprend de la population en général à Cuba. Et comment, selon vous, justement, puisque la majorité, on a l'impression que la majorité du peuple souffre de famine même, une crise actuelle, est-ce que cette souffrance bien canalisée pourrait éventuellement arriver à avoir pour conséquence une chute du régime, selon vous, Alexa, vous la voyez? Ben, il va y avoir un changement à quelque part. Bon, il faut comprendre qu'en ce moment, c'est Diaz-Canel qui est le président, mais toujours avec, la direction de Raúl Castro qui est encore en vie, qui est toujours à l'arrière, qui donne, aussi les directions pour Diaz-Canel. Il faut aussi comprendre que ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est vraiment de mettre de la pression pour forcer le régime à quelque part, de d'avoir un accord avec les États-Unis parce que si tu as plus de pétrole, si tu plus d'arrivée de certains denrées ou quoi que ce soit, il va falloir que le régime fasse quelque chose ou sinon il va laisser le pays complètement mourir et à un moment donné, c'est parce qu'il va y avoir des révoltes, il va y avoir une hausse de criminalité, ils Mais est-ce vont que c'est comme pas perdre le justement ce contrôle. que souhaite l'administration Trump, c'est-à-dire rendre la vie tellement invivable que le peuple fasse une révolution finalement, une révolution libertaire, on pourrait dire. Mais si c'est Contrairement à celle de Fidel Castro, qui avait été une révolution étatiste, où est-ce que là, c'était le contrôle autoritaire. Maintenant, c'est une révolution à l'envers, une révolution vers la liberté que Trump essaie de susciter à Cuba, selon vous? sauf que là, la seule chose, c'est que si ça se passe, ça va être dans la noirceur parce que les gens ont trop à risquer. Et là, on sait qu'il y a des coupures de courant qui maintenant, je pense que c'est quasiment, 23 heures sur 24 là et parce que moi, quand j'étais là, il y avait des génératrices, mais à un moment donné, si tu plus de pétrole pour alimenter ta génératrice, ben, tu juste plus de courant. Est-ce qu'il va vraiment avoir un soulèvement sur l'île? Je ne sais pas. Parce que d'essayer aussi d'essayer de renverser tous ceux qui travaillent pour le régime, ce qui est quand même beaucoup de personnes. Hem, tu sais, on parle pas juste d'un régime comme, admettons, au Venezuela, là. Cuba, on parle de ça fait longtemps que ça que le régime existe, là. Ils se sont bien implantés, ils savent très bien comment que ça fonctionne, ils savent très bien comment, réprimer le peuple. Donc, tu sais, il y a plein de choses à prendre en considération. Moi, je pense plus que ça va être une pression où ce que là, il va y avoir, des discussions avec le régime. Va falloir voir si le régime est prêt à faire des concessions puis à atteindre un accord avec les États-Unis. Parce que là, on est capable de le voir au Venezuela, tu sais, celle qui a pris la place de Maduro, Delcy, a quand même commencé à faire des accords avec les États-Unis, à justement ouvrir le marché, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est comme ça est-ce que c'est ça qui va se passer à Cuba? Ça reste à voir. Parce que je pense que Diaz-Canel, selon les gens, il serait peut-être plus ouvert à un certain type de capitalisme, comparativement à, mettons, les Castro qui étaient plus communistes, malgré que Diaz-Canel crée beaucoup de
débalancement au niveau des classes. Ben, en fait, il n'y a plus de classe, là. Il y a classe régime, classe des personnes normales, là. Mais il crée un peu, dans un certain sens, là, ces inégalités-là là, qui est en train de grandir de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Là. Donc, ben c'est ça, ça reste à voir. Moi, de mon côté, est-ce que je pense qu'il va y avoir un soulèvement des personnes sur l'île? Je le vois dans leurs yeux qu'ils sont vraiment rendus au bout du fil, qui sont désespérés, qu'ils ont peur, extrêmement peur. Certains d'entre eux, on voit qu'ils commencent à avoir moins peur parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce que là, ça va être justement à rendre le peuple justement à j'ai plus rien à perdre, il me reste plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus d'aliments pour ma famille. Est-ce que on va se rendre là où ce que les gens vont dire c'est là ou jamais? Encore là, ça reste à voir. Une autre dimension, parce que vous étiez à la Havane même, là, vous êtes resté 4 jours, je crois. Donc, c'est la saleté. Là. Il y a une question de crise sanitaire aussi. Les ordures, là, bon, on dirait que la question des ordures revient ponctuellement, même à New York, dans la capitale du capitalisme et dans la capitale du communiste 1.0. Ils ont le même problème de sanitaire. Parlez-nous un peu de la saleté. Là. Comment est-ce que les gens vivent là-dedans? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique un peu cette ambiance de pays à l'abandon? Ben les gens, ce qu'ils nous expliquent, c'est que, il faut comprendre que là-bas, les vieilles voitures, c'est pas parce qu'ils veulent avoir des vieilles voitures, c'est à cause de l'embargo qu'il y avait eu dans les années 1950-60. Et Les vieilles c'est voitures très, américaines. c'est très difficile pour eux d'avoir des pièces de rechange. Donc, ils essayent de patcher un peu comme ils peuvent pour réparer les voitures et dont les camions pour aller ramasser les déchets. Donc, s'il y a un camion qui brise, ben ça va être très difficile de le réparer. Et il y a aussi la question du pétrole qui, le régime dit qu'ils n'ont pas assez de pétrole pour venir ramasser régulièrement les déchets. Et donc, les déchets s'accumulent depuis des semaines. Et là, là-dedans, là, c'est sûr que tu as des souris, tu as des mouches, là, puis les chats, viennent manger là-dedans. Mais il y a aussi les résidents là, qui s'en vont chercher dans les vidanges pour essayer de trouver des choses qu'ils peuvent soit revendre ou soit réutiliser à la Un peu comme maison. les bidonvilles en Inde, là, c'est ce que vous avez vu sur place, des gens qui fouillent dans les vidanges. Je crois qu'à Montréal, on en a aussi, mais vraiment des gens qui habitent pratiquement dans des dépotoirs pour survivre. Ben écoutez, moi, je suis allée dans les slum cities, là, les villes bidonvilles là, en Inde, là, puis c'est plus propre que, que ce que j'ai vu à Cuba. Non seulement il y a des vidanges qui s'accumulent, mais les buildings où ce qu'ils vivent sont dangereux. Euh, Ils sont craqués de partout. On voit très bien que ça tient à un fil. Il y a des buildings qui ont littéralement se sont effondrés sur une partie. Il y a des gens qui vivent sur les étages plus hauts. Puis on parle de plusieurs familles dans, tu sais, ils appellent ça des quarterias, là, qui est comme, je sais pas comment on pourrait dire ça en français, mais C'est c'est comme un un quartier quart- dans l'appartement. dans l'appartement, exactement, qu'il y a plusieurs familles, personnes qui vivent là. Ils disaient justement que ça pouvait être jusqu'à 90 personnes, ce qui m'a vraiment choqué parce que c'était pas extrêmement gros. Mais les buildings ne sont pas sécuritaires. Donc, il y a un risque là. Tu sais, admettons, s'il y aurait un ouragan, pas sûr que les infrastructures tiendraient. Les seuls qui tiendraient, ça serait probablement les hôtels qui ont été construits. Il y en a des récents. Justement, le régime avait pris l'argent des résidents, l'argent de l'île, et avait investi dans un nouvel hôtel qui vient juste de voir le jour à la Havane. C'est ridicule de voir un gros building qui clash avec des buildings qui sont tous craqués partout puis qui sont en train de tomber. Tu sais. Le régime n'investit pas dans les résidents, dans les citoyens. Et finalement,
Il l'investit où ce que le capitalisme leur rapporte l'argent, mais pour les gens réguliers, c'est le communisme qui est impliqué. Donc, il n'y a absolument pas d'argent qui est investi là, dans leur vie en général. Là. Puis c'est très, très triste de voir ça. C'est un peu comme la Chine, bon, d'il y a peut-être 20 ans, là, c'est le capitalisme étatique, c'est-à-dire que l'État communiste accepte de faire un pacte avec ce qu'il considère comme le diable, mais dans le but de mieux le contrôler, c'est-à-dire de profiter des avantages sans avoir ce qui est à leurs yeux. Et les désavantages, c'est un peu ce qu'on est en train de voir à Cuba. Parlez-nous un peu du côté humain, là, les gens sur place. Est-ce que vous avez rencontré... bon, où on a compris qu'il souffre, mais est-ce qu'il y a quand même, on peut penser souvent dans les pays très, très pauvres, il y a quand même, disons, tout ce qui reste un peu, c'est disons, une forme de joie de vivre des choses simples de la vie. Donc, parlez-nous, comment est-ce que les personnes que vous avez rencontrées et qui ont accepté, qui ont eu le courage de vous parler, ou les gens que vous avez simplement vus dans la rue, est-ce qu'il semble avoir, disons, est-ce qu'il semble y avoir une certaine des places pour des émotions positives, disons ça comme ça, Alexa Lavoie? Écoute, je voyais beaucoup de personnes, tu sais, ils nous voient, ils nous sourient, tu sais, ils montrent vraiment, tu sais, le beau côté, tu sais. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, les Cubains, ils sont tellement souriants, ils sont tellement chaleureux, ils sont tellement accueillants. Mais la réalité, c'est que derrière ça, derrière ce masque-là, c'est des gens qui souffrent énormément et qui sont désespérés. Qui que dès que tu commences à ouvrir la porte sur la condition de vie, et c'est là qu'ils laissent tomber les masques, puis c'est là qu'ils se confient parce qu'ils ont besoin de se confier, ils ont besoin de le dire et plusieurs d'entre eux nous ont supplié de montrer la réalité aux gens des autres pays, dans notre famille. C'est sûr que plusieurs ont dit: «Pas sur internet» parce qu'ils vont finir en prison. Mais on dit, montrez-le à votre famille, amenez ça, montrez qu'est-ce qu'on vit parce qu'on n'est plus capable, on est au bout du rouleau. Mais les gens, en général, sont super accueillants, sont très, tu sais, on nous a ouvert les portes de leur maison. Ils nous ont emmenés un peu partout. On a toujours été les bienvenus. On s'est jamais, sentis, comme si on dérangeait ou quoi que ce soit. Heu, il y a des gens qui nous ont montré leur chambre où ce que ils vivent. C'était une famille au complet avec, une petite chambre avec un lit où ce que, ils partageaient toute la place ensemble. Donc, tu sais, c'est des gens qui vont jamais, au premier abord, montrer leur souffrance. Vont le garder pour eux, mais dès que tu vas les questionner par rapport à ça, ils vont s'ouvrir. Puis la plupart ne savaient pas qu'on les filmait. C'est pour ça qu'on a caché leur visage pour leur protection. Certains ont voulu parler devant la caméra, même qu'ils ont demandé de ne pas être couverts. On l'a fait de toute manière parce qu'on n'allait pas mettre des gens à risque. Mais les gens se sont ouverts plus rapidement qu'on le pensait. Là. Parce qu'au départ, vous arriviez, les gens pensaient que vous étiez une touriste, simple touriste, donc ils se confiaient à vous en tant que touriste. Mais comment est-ce que vous faites? Vous avez discuté? Ah non, mais je suis là aussi en tant que journaliste ou je fais du journalisme. Et donc, comment est-ce que vous êtes passé de l'un à l'autre? Ça prend quand même une certaine confiance là, pour Ah, dire aux gens, OK. on n'a Mhm. jamais transitionné. On n'a Non? jamais OK. mentionné notre statut de journaliste. On n'a jamais mentionné qu'on faisait un reportage. On a dit, on est ici en tant que touriste. On est ici pour voir la vraie Cuba. Donc, est-ce que vous pouvez nous montrer qu'est-ce que ça a de l'air? Qu'est-ce que c'est la réalité ici? Et dès que les gens entendaient justement, on veut voir la réalité, les gens en revenaient pas. Ils étaient comme, mais habituellement, on ne nous demande pas ça. Habituellement, les touristes ne veulent pas voir ça. Parce que où est-ce que les gens sont emmenés dans les attraits touristiques, c'est nettoyé, c'est toutes des belles places où ce que justement le régime veut que les touristes voient, qu'ils veulent que les touristes partagent pour que les gens viennent en tant que touristes. Mais les places comme où ce que les citoyens vivent,
c'est pas montré, le régime veut pas que les gens voient ça et c'est pour ça qu'il y a des citoyens qui font partie d'une brigade qui, heu, avant, ils étaient payés par le régime, maintenant, ils sont forcés de le faire, mais pour espionner les gens dans la rue, pour, snitcher, dans le fond, pour les surveiller puis aller rapporter au régime qu'est-ce que les gens font. Donc, après ma barre, les gens, certains d'entre eux avaient peur qu'on soit peut-être des personnes reliées au régime ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on n'embarquait pas tout de suite dans le sujet. Souvent, on parlait d'autres choses. Tu sais, nous autres, on marchait, on avait notre caméra, puis des fois, on demandait comme des questions à des gens, puis ensuite de ça, ça boule de gomme, ben ça l'emmenait sur le sujet. Il y Est-ce en que a c'est possible moi, je suis allé une couple de... Bon, ça fait plus de 10 ans, là, et on avait loué une voiture, on s'était rendu à Trinidad, on avait même je visité le tu veux pas mausolée. louer de tu veux pas louer de voiture, il y a quasiment pas de pétrole sur Ben non, l'île. c'est ça, exactement. Ça s'est détérioré, je me rappelais. Là, puis à Santa Clara, il y avait le mausolée à Che Guevara. Donc, on avait même visité ça à l'époque. Là. Mais c'était quand même assez impressionnant d'avoir des autoroutes. Il y a une autoroute qui traverse l'île d'est en ouest et c'était presque 4 voies de chaque côté, mais tout seul. Donc, j'avais trouvé ça assez des routes, une autoroute plus développée que la 20, mais vide. Donc, ça, j'avais trouvé, c'est un peu disons, le surdimensionné, les infrastructures surdimensionnées des régimes communistes où est-ce la planification de haut en bas, des fois, ça ne correspond pas aux besoins de la population, mais on voyait déjà à l'époque ce communisme-là. Je me rappelle, j'avais eu une amende à un moment donné. J'avais manqué un arrêt-stop à un endroit. Et là, j'avais eu un petit papier du policier. Bon, d'accord, c'est réglé, mais j'avais dû payer l'amende à mon retour au locateur de voiture. Donc, on voyait que le locateur de voiture, c'était l'État lui-même, c'est-à-dire le même employeur. Et le policier, celui qui m'avait loué la voiture, était la même entité. Finalement, ça m'avait surpris. Mais peut-être que le fait que des Canadiens puissent aller quand même assez librement, bon, peut-être que ça s'est détérioré depuis ma visite. Mais est-ce que vous pensez que c'est dû au fait que le régime actuel à Cuba ressente une certaine accointance ou disons, avec les Canadiens? C'est-à-dire que, contrairement aux Américains, les Canadiens à Cuba sont perçus comme étant plus communiste-friendly d'une certaine façon. Est-ce que, selon vous, c'est une possibilité? Ben, les Américains peuvent pas y aller, là, je veux dire, en tant que touristes. Donc il y a pas de c'est pour ça qu'il y a plusieurs Américains qui comprenaient pas comment on avait fait pour aller sur l'île. Beaucoup d'Américains qui disaient: «Mais comment vous avez fait pour y aller?» alors qu'ils ne comprennent pas que c'est un endroit touristique pour les Canadiens. Tu sais, je pense que les Québécois représentent quoi, 40 du tourisme, à Cuba? Donc c'est énorme et c'est aussi le fait que, tu sais, le fait que tout est contrôlé, que l'image est peaufinée comme eux, ils veulent que les touristes voient et que aussi quand tu es sur un resort, ben, tu as aussi tout le staff de l'hôtel qui te surveille. Les gens ne le savent pas, mais on est surveillé. À l'hôtel, on est surveillé. Tout est surveillé, là. Si les gens pensent que vous n'êtes pas surveillé à l'hôtel puis que vous n'êtes pas écouté, si, admettons, vous parlez de quoi que ce soit, je veux juste vous le dire que les gens qui travaillent à l'hôtel, tout le monde sont là pour vous surveiller, OK? Puis, le pourquoi que justement c'est tout inclus, que l'alcool est tout inclus, c'est justement pour que vous Vous ne sortirez pas trop, là. saoulez la gueule puis que vous restez sur le resort, OK? Parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui vont sortir du resort, c'est très rare. Les gens vont commencer à boire le matin puis après ça continue toute la journée, tu sais? Parce Sauf la que petite visite en autobus, mais organisée encore là par le régime qui nous font vivre et nous font acheter des cigares et tout ça. Là. exactement. Donc, tu sais, l'argent qui transite par les hôtels, si vous pensez aussi que ça s'en va aux gens qui vivent sur l'île, ben vous avez tort. Parce que les profits, ça s'en va au régime. Aussi, quand vous donnez des cadeaux aux gens de l'hôtel, mais encore une fois, ces gens d'hôtel-là, si vous leur donnez des bas collants, des choses comme ça, ils vont aller les vendre à qui? Aux gens qui sont dans la rue. Encore une fois, tu sais, on a une pyramide où ce qu'il y a de l'exploitation, tu sais. Je veux dire, vous pensez donner au bas de l'échelle, mais en fait, vous donnez au top de l'échelle, puis vous continuez à garder cette pyramide-là en place.
ça serait de sortir de l'hôtel, mais sauf que sortir de l'hôtel, ça comporte des risques. Donc, c'est pas tout le monde qui est prêt à se mettre à risque pour aller aider les citoyens ordinaires, tu sais. Mais c'est une réalité sur l'île de Cuba. Et moi, en tout cas, j'ai dans l'espoir qu'on voie du changement sous l'administration Trump. Puis ceux qui... puis tu sais, souvent, on le voit, là, les Québécois qui sont vraiment contre ce que Trump est en train de faire, alors que les Cubains qui sont exilés sont tous quasiment pour ce que Trump est en train de faire. Ça fait des années que les Américains ont dit qu'ils allaient faire quelque chose par rapport à la problématique de l'île de Cuba et du régime, ce qui n'a jamais été fait. Et là, pour une fois, ben là, on a quelqu'un qui ose faire quelque chose. Et bien là, à cause que c'est Trump, parce que moi, je me demande que si ça aurait été un autre président, autre que Trump, est-ce qu'on aurait cette opposition aussi forte que ça? Moi, je ne crois pas. Si ça aurait été des démocrates, je ne crois pas qu'on aurait eu une opposition aussi forte que ça. Mais à cause que c'est Trump, il y a le dérangement du phénomène de Trump, eh bien, on voit que non seulement au Canada, mais même aux États-Unis, il y a vraiment comme une forte opposition, malgré que Trump a quand même sa base qui le supporte là-dessus et il gagne aussi en popularité auprès des personnes latino en ce moment. On pense aussi à l'espèce de romantisme qu'entretiennent une certaine génération de Canadiens envers Cuba à cause de l'amitié de Fidel Castro avec Pierre Elliott Trudeau. Il On se rappelle faut qu'il était aussi, venu même à Montréal ici aux funérailles, là, Fidel Castro à l'époque. Donc voilà. faut aussi rappeler aux Canadiens puis aux Québécois que Cuba, c'est pas juste le côté démocratique. Hein. Le pourquoi il s'attaque à l'île de Cuba, puis pourquoi il s'est attaqué au Venezuela. Un, c'est à cause du trafic de drogue qui transite par Cuba et le Venezuela. C'est des plateformes de transition du trafic de drogue. Pas rien que ça. Il y a aussi, c'est un pied à terre pour des organisations terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, le IRGC. Ce sont des places où ce que ces entités-là peuvent opérer et également des entités étrangères, des pays comme la Russie, la Chine, qui sont des pays qui sont hostiles à le Canada, les États-Unis. Donc, en même temps, quand on essaie de changer un régime, c'est aussi pour une protection de notre pays au niveau des influences ou des attaques étrangères qui pourraient survenir euh, dans le futur. Là. Une autre raison, justement, qui peut-être explique la proximité du Canada avec Cuba, justement, cette capacité de tous ces régimes à établir leur maison sur place. c'est ce qu'on peut retenir de votre excellent documentaire que j'invite nos auditeurs à aller regarder sur la chaîne YouTube, ou les chaînes plutôt, devrais-je dire, de YouTube de Rebel News Québec en français. Viva Trump, Rebel News s'infiltre en secret dans la Cuba communiste, et la version aussi anglaise disponible sur Rebel News. Mais Alexa Lavoie, parlez-nous justement en terminant. Avez-vous d'autres projets? Bon, j'imagine que si vous avez des projets de reportage undercover, comme on dit, pas obligé de nous les dire, mais peut-être des choses que vous pouvez nous révéler. Sur quoi travaillez-vous en ce moment, Alexa Lavoie? J'ai un gros reportage, une investigation que je travaille depuis des mois, que je vais probablement sortir d'ici 2 à 3 semaines, là, tout dépendant là, des ressources que j'ai de mon côté, puisque je suis seule. Et donc, je dois travailler très fort à cause que c'est une investigation qui euh, m'a demandé beaucoup de temps, mais c'est par rapport à la sécurité nationale, la sécurité publique, non seulement au Québec, mais au Canada. J'ai trouvé des personnes liées au Hamas qui vivent au Canada. Et bon, donc, on a hâte de pouvoir regarder votre reportage, Alexa Lavoie. Je rappelle que vous êtes journaliste à Rebel News et vous étiez allé sur place à Cuba pour nous offrir un reportage qui nous montre l'autre côté de l'histoire, comme on dit chez vous. Vous êtes également, on invite nos auditeurs à aller vous suivre sur X. Votre nom, c'est The Voice Alexa. Alors, Alexa Lavoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première fois
fois et on espère de vous retrouver d'ici la fin de la saison pour parler de vos reportages. Merci, puis j'invite les gens à aller voir votre reportage en Argentine. Merci beaucoup. Et dans la deuxième partie de ce balado, nous avons la joie d'être en compagnie de Jonathan Hamel, investisseur montréalais et commentateur de l'actualité politique mondiale, canadienne et québécoise. Jonathan, bonjour. Bonjour. Alors, Jonathan, d'abord, une des nouvelles qui a attiré votre attention cette semaine, c'est, disons, le discours de Laurent Ferreira qu'il a prononcé mardi dernier à l'invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Justement, on pouvait lire là, dans la presse qu'on soulignait le fait qu'il pensait et qu'il voulait que la situation change concernant la réglementation qui, selon lui, étouffe nos entreprises. Non, effectivement, excellent discours du président de la Banque nationale qui est assez rafraîchissant. Moi, c'est pas une surprise pour moi, le franc-parler de M. Ferreira. C'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça. Il avait été d'ailleurs très critique sur les subventions dans le cadre de la filière batterie. Souvent un discours que je pense qu'on devrait voir plus souvent de la part de grands noms du Québec Inc. Et son discours a l'effet justement que le Québec n'est pas compétitif au niveau réglementaire, au niveau fiscal, au niveau des taxes, notamment sur la main-d'œuvre. Donc, on est plus cher, le poids est plus élevé au Québec que le reste du Canada, mais notamment aussi sur le reste des États-Unis. Donc, dans un contexte nord-américain, ça place les entreprises québécoises dans un contexte très, très défavorable. Donc, c'est basé sur des faits et c'est dans un contexte. Disons, c'est pas anodin. Là. Il l'a aussi répété le soir avec Gérald Filion à RDI. Donc, on sent que c'était une intervention qui était quand même planifiée. C'est un discours sur lequel il a quand même doublé la mise. Donc, c'est très rafraîchissant de voir justement, nouveau, ça fait quelques années qu'il est nommé, mais quand même un jeune président qui est notamment une des figures dirigeantes là, du monde corporatif canadien, être aussi vocal là, sur des enjeux comme ça. Je pense que c'est assez rafraîchissant de voir ça. Là. Et qu'est-ce qui explique justement le fait que les grands PDG ou les personnalités du Québec Inc. sont très frileux justement à critiquer, le poids législatif, les différentes interventions des gouvernements? Est-ce qu'il y a une culture particulière liée? On peut penser, si on se compare avec les États-Unis, en ce moment, on a l'impression peut-être que les grands PDG peuvent avoir peur un peu de Trump, puisqu'on sait comment il est capable de lui-même d'interventionnisme. Donc, est-ce que on est dans la même culture ou est-ce qu'on est dans la même logique au Québec, justement, de cette timidité des grands PDG de se prononcer pour protéger d'une manière transparente leurs propres intérêts d'une certaine façon? Oui, je pense qu'au Québec, au Canada, c'est un peu différent. C'est pas la peur du dirigeant comme la peur de Trump aux États-Unis. Trump a quand même tweeté sur des présidents de sociétés directement. Là. Normalement, le président d'Intel. Donc, quand vous tombez dans sa mire, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Là. Vous voulez être plutôt du bon côté que du mauvais côté du président. Là. Non, mais au Québec, au Canada, c'est différent. Je pense que le contexte, c'est beaucoup une dynamique d'éviter d'être dans les médias. C'est beaucoup, la peur, c'est la peur du jugement médiatique qui est maintenant, qui tend majoritairement à gauche. Donc, de s'opposer à la voix du régime. Le régime, c'est le gouvernement, les médias, les universités. Là. Ce que j'appelle le régime, c'est un amalgame d'intérêts entranchés qui défend le modèle québécois et le modèle canadien dans un sens large. Et généralement, les personnalités d'affaires québécoises, canadiennes sortent rarement du giron. Là. Il y a vraiment quelques personnalités plus indépendantes. C'est des hommes comme Pierre Lassonde, notamment, ou des gens plus conservateurs qui vont peut-être sortir un petit peu de la troupe. Mais en général... Le PDG de Garda, par exemple, aussi. Oui, Stéphane Crétier, qui est aussi un vrai fleuron, en passant, qui était aussi très vocal sur ces enjeux-là. Mais à part ça, la trame narrative est rarement... les PDG sortent rarement de la trame narrative et on est un peu à la remorque de la tendance occidentale à l'heure actuelle de sortir par exemple, de l'ESG, le DEI, le EDI en français, pardon. On est encore accroché à ces vestiges-là, là, disons, de l'ère progressiste de la dernière décennie, alors que le portrait est en train de changer là, quand même de façon assez marquée au niveau global.
Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est, par exemple, pour avoir des subventions, on doit cocher des... qu'est-ce qui explique que le DEI, entre guillemets, on peut penser que si on a fait une analyse purement coût-bénéfice, c'est désavantageux pour une entreprise puisqu'elle va privilégier certaines catégories au détriment de la compétence. Donc, on peut penser que ça a des coûts. Qu'est-ce qui fait en sorte que les entreprises québécoises ou canadiennes continuent de s'entêter là-dedans? Mon hypothèse, c'est qu'il y a des cases à remplir pour avoir des subventions gouvernementales. Absolument. Absolument. Et être dans les bonnes grâces du régime, c'est quelque chose qui a été imposé par la banque. C'est un effet ratchet avec les années. Que quelque chose qui s'est imposé. Parce que dans un rapport purement coût-bénéfice, qui devrait être la seule considération de manager d'entreprise, ça ne fait aucun sens. Si vous regardez, imaginez dans un grand cabinet d'avocats, justement, la politique environnementale et de diversité, c'est probablement des millions par année. Donc, je parle d'un cabinet pan-canadien. Là. Donc, vous devez passer quelque part ces coûts-là aux consommateurs. Ces choses-là, ces concepts-là se sont quand même entranchés, intégrés dans un contexte d'enrichissement mondial, de prospérité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut survivre à une récession. Et on commence à voir un peu justement des soubresauts par rapport à partir du moment où tu dois couper des coûts. Le chef de la diversité, c'est probablement le premier à avoir être coupé. Là. Donc, il y a une dynamique là-dedans très politique. D'ailleurs, l'ennemi, moi je le dis souvent, l'ennemi, c'est le corporatisme. Le corporatisme, c'est l'ennemi là, des gens de droit, des véritables défenseurs du libre marché. C'est l'anti-méritocratie, finalement. Ben exactement. On a tendance à faire on fait souvent quand on est plus jeune ou, mettons, plus naïf, on pense que tous les entreprises ou tous les chefs d'entreprise sont pro-libre marché. Or, il y a une réalité réglementaire où les entreprises peuvent collaborer avec un gouvernement, une juridiction pour capturer de façon réglementaire un marché, imposer des règles, par exemple, que les autres compétiteurs ne sont pas capables de suivre. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui est bien établie dans un secteur qui domine, ben, le fait d'imposer une barrière à l'entrée à d'autres compétiteurs, ben, ça peut protéger votre marché. Donc, il y a plein d'aspects au corporatisme qui, même si c'est fait par des entreprises privées qui sont, sur le fond, oui, motivées par le libre marché, ben, il y a une dynamique très politique là-dedans qui relève là, de la sphère de la planification centralisée, là, qui est généralement très hostile au libre marché. Je veux une petite parenthèse justement à ce niveau-là. Cette semaine, il y a le PDG de OpenAI, Sam Altman, qui a demandé à ce que l'intelligence artificielle soit réglementée. Voyez-vous cette logique s'appliquer dans ce cas-là, ou est-ce qu'on sait qu'OpenAI a déjà une longueur d'avance, entre guillemets, sur le développement de l'intelligence artificielle? Pensez-vous qu'il est en train de demander au gouvernement de bloquer la compétition? Ben, c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Avec le niveau d'investissement en capitaux qu'on voit dans ces secteurs-là, on sent que les compagnies veulent protéger. Là, on a plusieurs demandes, là, que ce soit. On présente ça un peu comme une course à l'armement là, qui nous oppose à la Chine. Donc, on veut indirectement le soutien de l'État là, derrière ces investissements-là, même si c'est fait de façon privée, par souvent même des profits accumulés. Là, c'est fait par la trésorerie des entreprises comme Meta, Google, etc. Là, on commence à avoir de l'endettement corporatif. On voit des bons qui sont émis pour soutenir ces investissements en capitaux-là. Mais en général, ça a été fait jusqu'à présent avec des capitaux accumulés dans les entreprises. Là. Mais là, on arrive à un point où, effectivement, il y a des dirigeants comme ça qui tendent vers un discours plus protectionniste et même, justement, peut-être de capture réglementaire. Là. C'est un excellent exemple. Pour revenir justement au discours de Laurent Ferreira, vous avez mentionné que la réglementation étouffe nos entreprises. Est-ce que c'est simplement la réglementation ou il y a aussi des questions d'imposition des entreprises, imposition du capital qui freineraient les investissements? Vous êtes un investisseur basé à Montréal, qui rayonne notamment dans le domaine minier. Comment est-ce que vous partagez ce constat? Quelles seraient vos différentes disons, propositions pour améliorer la situation économique au Québec et au Canada? Ben absolument. Les propos de Laurent Ferreira sont très, très à propos à ce sujet-là, dans différents secteurs. Que ce soit le secteur manufacturier, que ce soit le secteur forestier, notamment beaucoup de règles qui ont été imposées. Juste dans le secteur qui me concerne, par exemple, le secteur minier, il y a un rapport annuel de l'Institut Fraser sur la compétitivité des juridictions minières au monde. Et le Québec est passé sous la CAQ, c'est-à-dire depuis 2018, est passé du 3e rang mondial au 22e rang mondial.
particulièrement à cause de l'imposition de règles complètement inutiles, de bureaucratie et de red tape. Là, il y a des étapes additionnelles dans certains processus de demande de permis qui existaient déjà, qui font juste ralentir les investissements. Ça va se faire par la bande de toute façon, mais à l'heure actuelle, au Québec, il y a des centaines de millions, voire des milliards qui sont en attente de permis qui sont délivrés de façon totalement arbitraire par des gens qui ne sont pas totalement compétents. Là. On parle du ministère des Ressources naturelles qui est divisé en deux secteurs, les forêts et les mines. Souvent, il y a une discussion entre les deux ministères et ça se fait un peu en vase clos. Donc, un système qui fonctionnait quand même bien. Il faut le dire, le régime minier québécois, ça se fait sur les terres publiques. Donc, il y a un système de claims qui sont pris. Tout le monde, vous-même, vous pouvez en acheter. Là. Les auditeurs du Libre Média Podcast peuvent aller sur le site du ministère des Ressources et claimer des terres au nord du Québec. Donc, c'est un système qui fonctionne très bien, mais l'imposition de règles additionnelles a ralenti l'exploration minière. Et je te dirais que ce n'est pas étranger aux pressions environnementales des dernières années. Et effectivement, je pense que les compagnies sont de plus en plus sensibilisées au fait de restaurer la qualité des sites après exploitation. Et quand on limite, par exemple, l'exploration, il faut comprendre d'emblée que l'exploration de claims miniers ne va pas mener à une mine. Là. C'est vraiment, c'est peut-être 1 sur 1000, voire 1 sur 100 000. Donc, il y a très faible proportion des claims d'exploration qui vont mener à une mine. Par contre, s'il n'y a pas d'exploration, il n'y a pas de mine. Et c'est un des plus gros postes de contribution, un des plus gros postes qui contribue au PIB du Québec, l'industrie minière. C'est des milliards de dollars qui sont injectés dans l'économie québécoise à chaque année. Donc, à chaque fois que vous ajoutez une règle, à chaque fois que vous ajoutez des barrières, c'est des capitaux qui tardent à être investis. Et marginalement, éventuellement, il y a des décisions d'investissement qui se font et les investisseurs vont choisir des juridictions qui sont peut-être plus faciles où le retour sur l'investissement peut être plus facile là, pour les capitaux. Donc, vous, une des propositions, ce serait peut-être de faciliter, disons, d'enlever des règles et d'investir peut-être dans l'ajout entre guillemets, de fonctionnaires, parce qu'il y a un minimum nécessaire quand même pour protéger. Oui, absolument. Et c'est drôle qu'on parle de AI parce qu'il n'y a jamais c'est jamais considéré dans ces processus-là. Alors que les demandes de permis auquel je fais allusion, c'est très procédural. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être carrément traitées par des agents AI là-dedans. En fait, c'est un cash grab, on va se le dire. Là. Ce qu'ils veulent, c'est percevoir le frais pour une certaine partie de déforestation. Mettons, tu payes un permis pour faire du forage. Même chose au niveau de la foresterie, etc. Donc, c'est des choses qui, oui, sont faites dans le cadre du respect des terres publiques. Tout le monde est conscient de ça. Mais à partir du moment où ça ralentit les investissements, ce que je vous dis, c'est très, très ciblé sur l'industrie minière. Je pense qu'ils vivent un peu la même chose au niveau de l'industrie forestière. Mais notamment, Laurent Ferreira fait évoquer, par exemple, la loi 96. La loi 96 qui est supposément qui prétend protéger le français, alors qu'en réalité, c'est quoi la loi 96? À partir, je pense, de 24 employés, vous avez des inspecteurs du gouvernement qui peuvent débarquer dans vos entreprises pour fouiller les téléphones et les ordinateurs pour voir si vos logiciels sont en français. Ce qui est quand même assez ridicule là, quand on y pense d'un point de vue de productivité dans un contexte nord-américain. Ça change quoi que les logiciels soient en français là, dans des entreprises? Ils peuvent aussi examiner les correspondances que vous avez entre les employés, avec vos fournisseurs, vos clients. Et donc, c'est assez démentiel. Et je pense que même en haut d'un certain seuil d'employés, vous devez avoir un genre de comité de francisation. Et tout ça ne fait en fait qu'imposer des barrières additionnelles et des coûts et des procédures à des entrepreneurs, des entreprises majoritairement francophones, on va le dire, qui opèrent dans un contexte fiscal les plus lourds, non seulement en Amérique du Nord, mais en Occident. Parallèlement à cette question, il y a toute la question de l'économie, parce que tout est interrelié en société. Bien, donc là, on se rend compte, grâce au PDG de la Banque nationale, qu'il y a des problèmes, disons, au niveau de l'économie, que disons, une banque prévoit ce qui s'en vient, et donc là, elle fait un cri d'alarme parce qu'elle a des indicateurs qui montrent à quel point l'économie ne va pas dans la bonne direction, et lui, il propose ces solutions-là. Un autre indicateur qui montre qu'on ne va pas dans la bonne direction, c'est celui de l'inflation, et notamment celui de l'inflation alimentaire. On a eu des données
qui sont sortis cette semaine, qui font même des parallèles entre l'inflation alimentaire au Canada versus celle aux États-Unis. Et vraiment, on est dans une situation désastreuse là, au Canada. Le Food Professor en parle notamment. On l'a reçu ici même au podcast. Comment est-ce qu'on peut, disons, faire un lien entre les deux, parce qu'on a l'impression que les Québécois, les Canadiens font pas nécessairement le lien entre, disons, le prix qu'ils voient et, disons, la situation dramatique dans laquelle se positionnent certaines familles. Et ils ont de la difficulté à faire le lien avec, les racines économiques. Donc, comment, selon vous, pouvons-nous, disons, permettre une éducation économique meilleure des gens, et comment justement, selon vous, la détérioration de l'économie canadienne est-elle responsable en partie de l'inflation alimentaire, selon vous, Jonathan Hamel? C'est directement relié. Tu sais, l'inflation, c'est pas l'augmentation des prix, c'est la conséquence de l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Mais en réalité, c'est d'un point de vue monétaire, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Le Canada est un pays qui s'endette massivement depuis l'arrivée de Justin Trudeau. Le Canada n'a pas équilibré un budget depuis l'arrivée de Justin Trudeau. La moitié de la dette canadienne a été accumulée depuis 6-7 ans. Donc, c'est quand même incroyable. Il y a une réalité monétaire derrière ça. Il y a une réalité aussi réglementaire. Donc, c'est le poids du gouvernement. L'inflation, c'est le coût du gouvernement dans un certain sens. Et au niveau alimentaire, même si d'emblée, M. Charlebois, le Food Processor, en fait souvent allusion à ça, c'est même si les aliments ne sont pas taxés, par exemple à l'épicerie, les aliments non transformés, il y a quand même des taxes et de la réglementation qui imposent un poids qui a un effet sensible au prix, par exemple, des aliments, au coût de production, notamment au niveau des agriculteurs. Donc, la taxe carbone pour les agriculteurs québécois, il y a un paquet de règlements et il y a un poids réglementaire qui a augmenté dans les dernières années, ne serait-ce qu'environnemental pour les agriculteurs. Il y a toute une dynamique. Donc, tout le prix de la machinerie a également monté dans les dernières années. Donc, dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire du fermier de l'agriculteur, jusqu'à aux tablettes des épiceries, il y a quand même un paquet de facteurs là-dedans qui influencent l'augmentation du prix. Et beaucoup de ça est directement lié au poids réglementaire canadien, qui est vraiment spécifique au Canada, et particulièrement au Québec, par rapport aux États américains qui ont plus que la moitié moins de réglementation là, pour essentiellement produire les mêmes biens. Mais en même temps, c'est plus les aliments coûtent cher, plus les biens de consommation coûtent cher, plus le gouvernement taxe et finalement a des revenus. Donc, quels sont les incitatifs que le gouvernement a de son côté pour lutter contre l'inflation dont il est le premier bénéficiaire? Non, effectivement, l'inflation, nominalement, c'est bon pour les gouvernements. Là. Donc, eux, jusqu'à un certain point, jusqu'à temps que les citoyens se révoltent et les mettent dehors, ce qui semble ne pas être une dynamique politique existante au Canada. Là. Il ne semble pas avoir de lien entre la réalité économique et sociale et la dynamique politique. Là. C'est un des seuls États au monde en passant comme ça. Là. Donc, je pense que c'est ça le défi des politiciens de droite à l'heure actuelle, c'est de capable de sortir de ce marasme-là et de faire beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation qui doit être faite. Donc, on voit, c'est difficile. Aussi, je te dirais, Francis, le contexte de crise permanente rend le contexte très difficile là, au niveau de l'éducation. Par exemple, c'était le cas dans le cas de la pandémie. Il n'y a aucun argument contradictoire, aucun argument d'opposition qui était acceptable dans une dynamique de crise. C'est la même chose au niveau actuel avec l'espèce de crise avec les États-Unis. Tout est justifié par la crise et justement la crise momentanée qui a été amenée par le président Trump, il faut le dire. Il y a quand même factuellement quelque chose derrière ça. Mais c'est un théâtre politique qui est récupéré par les partis au pouvoir, particulièrement le Parti libéral du Canada et Mark Carney, qui est entièrement à leur bénéfice. Là. Puis qu'est-ce qui explique, on vient de mentionner qu'il y a un analphabétisme économique au Canada, au Québec. Il y a un analphabétisme au niveau de l'analyse politique. Qu'est-ce qui fait que les Québécois, on est 50 ans, 60 ans après ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, où est-ce qu'on était censé avoir misé sur le système d'éducation et tout ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit encore là d'une certaine façon? Qu'est-ce qui fait en sorte que nos Québécois, nos Canadiens d'aujourd'hui soient aussi peu avancés dans leur connaissance des règles de base de l'économie, selon vous?
Beaucoup de l'unilinguisme, aussi une domination de médias qui incrémentalement est de plus en plus à gauche, voire même l'extrême gauche maintenant. C'est un discours là, carrément de décroissance, c'est quelque chose qu'on voyait très, très rarement avant. C'est maintenant presque la ligne narrative. Vous voyez des trucs complètement ridicules comme le procès là, de la personne qui chauve, non-binaire, qui poursuit un barbier, qui finit par être dédommagé. Des choses complètement lunaires qui arrivent au Québec. Je veux dire, c'est une anecdote, mais c'est quand même, ça représente quand même le reste. Là. Donc, il y a aussi pendant des années, on a eu l'illusion, il y a eu quand même des services qui ont été livrés pendant des années. Et là, on commence à voir la rupture de services, tant au niveau de la qualité des routes que la capacité de livrer des soins de santé. On voit le modèle québécois en son ensemble. D'ailleurs, il y avait un événement de Libre Média là, où on avait eu à peu près tous le même constat où le modèle québécois est à peu près, arrive à ses limites à l'heure actuelle et on commence à percevoir justement des failles majeures de services dans ces missions essentielles, entre guillemets. Donc, pendant longtemps, la génération qui forme la plus grande partie du bloc électoral, c'est-à-dire les boomers, ont vécu avec une capacité, avec un nombre de services qui a été grandissant pendant leur vie active. Alors qu'on arrive à un moment maintenant où on sent les limites de ça, tant au niveau d'un point de vue logistique, de capacité de livrer des services au niveau fonctionnel qu'au niveau budgétaire. Ça a toujours été une question de, on va remettre plus d'argent, il va y avoir plus de services. Ça a fonctionné, entre guillemets, pendant des années, voire des décennies. Alors là, aujourd'hui, on se rend compte que remettre plus d'argent ne va pas régler les problèmes. Il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de pans entiers de la société québécoise, que ça passe par justement l'éducation et la santé. Et l'éducation là-dedans, l'éducation économique des Québécois, elle est fait qu'un modèle centralisé d'allocation des ressources, notamment dans le système de santé, ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne pendant un moment, mais ça finit par s'effondrer parce que ce n'est pas efficient. Et rappelons-le, dans le cas de la santé, et je ne suis pas un expert de la santé, loin de là, il n'y a aucun modèle au monde qui est comme le Québec. Donc, ça devrait allumer une cloche quelque part. Sauf peut-être Cuba ou la Corée du Nord. Justement, c'est ça, exactement. C'est toujours le cas. Là. Donc, puis c'est pas normal aussi d'avoir 5000 employés à la Société de l'assurance automobile du Québec qui produit un site web à 1 milliard de dollars pour émettre des plaques de remorque, Francis. Là. Ça n'arrive pas dans les pays sérieux, ça. Non, peut-être que justement, disons, la doctrine de la redistribution passe aussi par la création d'emplois fictifs de fonctionnaires aussi. Là. Peut-être que ça aussi, ça doit être... accepter, c'est ça, il faut aussi accepter que le fait qu'il va y avoir plusieurs dizaines de milliers d'employés de l'État qui vont être abolis parce qu'ils ne produisent rien. Et ça, il faut le dire. Et c'est un bénéfice net pour la société, ça. C'est un bénéfice net pour la société québécoise parce que ça va être remplacé par des systèmes plus efficients et le poids de ça qui est porté par l'ensemble des contribuables va être moins grand. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de le dire. On sait toujours avec des pincettes, ouais, mais là, les gens vont aller où? Les gens vont s'ils sont si bons que ça, ils vont retrouver des emplois. C'est pas la mission de l'État là, de donner des emplois dans des sociétés d'État. Là. Ça, c'est important de le ramener. C'est correct qu'on ait fait des choix. Par exemple, on peut être critique d'Hydro-Québec, mais bon, c'est quelque chose qui a quand même fonctionné dans le temps. Mais il y a quand même des vaches sacrées qui sont très, très légitimes de questionner. Par exemple, le monopole national de la vente de la boisson, qui est la Société des alcools du Québec. Une autre vache sacrée au Québec qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Corrige-moi, je me trompe, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent aussi grand que la Société des alcools du Québec. En même temps, ça rapporte un petit peu d'argent. On pourrait commencer par abolir ce qui coûte de l'argent. Oui, mais en même temps, de réalisation. C'est pas taxé en même temps. Si je vous garantis d'un matin qu'on ouvre le marché de la vente d'alcool, je vous garantis que des joueurs comme Couche-Tard seraient capables... Écoute, aller dans une station-service aux États-Unis, ils ont des rangées, ils ont des rayons de spiritueux qui sont comparables à la SAQ au coin chez vous. C'est pas sérieux de penser que la vente de l'alcool, qui est peut-être une des activités millénaires là, quand même, là, qui ne serait pas capable d'être prise en charge par le privé. Là. Puis on peut vous avez mentionné justement comment ces gens, ça serait un coût, ça serait bénéfique pour la société de, entre guillemets, disons, relocaliser l'ensemble de ces emplois-là, parce qu'on peut penser aussi que culturellement, des gens qui
entre guillemets, se sentent inutiles puisqu'ils le sont. Ça peut être un poids aussi, puis ça peut empêcher ces individus-là de s'accomplir. Félix Leclerc en parlait, il disait la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. D'une certaine façon, aujourd'hui, tous ces gens qui, disons, se rendent bien compte que leur travail pourrait être automatisé, ça doit les tuer de l'intérieur, ça doit être quelque chose qui les gruge de l'intérieur. Donc, ce serait la société dans son ensemble pourrait bénéficier de ces forces vives qui seraient employées dans un lieu beaucoup plus productif. Ouais, j'imagine. Ils ont eu quand même un break dans les dernières années. Avec là, on sent le mélodrame à l'heure actuelle avec le retour forcé au bureau de la plupart des fonctionnaires. Donc, là, qui avaient trouvé des passe-temps depuis la pandémie. Donc, le pain artisanal, l'art. Donc, plusieurs hobbies ont été développés dans les dernières années. Si au moins ça pouvait augmenter le taux de natalité, ça serait. Effectivement, ça mène un peu, je pense, ça va mener à notre autre sujet. Il y a, je pense, une inertie généralisée au Québec. Qui, je pense, est une conséquence du modèle québécois ou l'absence de prise de risque. Et je pense que ça se ressent non seulement dans des chiffres économiques comme le PIB, la productivité, mais aussi dans les indicateurs sportifs et culturels. Par exemple, on est à un creux historique, par exemple, du nombre de Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Vous allez me dire, oui, il y a un contexte international maintenant où il y a des pays qui produisent plus de joueurs qu'avant, mais je veux dire, on est quand même... Mais nous aussi, on pourrait produire plus de joueurs. Oui, exactement. Donc, il y a quand même, je pense au Canada, il y a plus d'1 million de joueurs de hockey amateurs. Donc, on ne fasse pas plus que le Québec, c'est quoi? C'est à peu près 25 % du Canada. Donc, on ne produise pas plus de joueurs dans la Ligue nationale. C'est quand même un indicateur quand même assez douteux. Même chose au niveau culturel. Nommez-moi un chanteur international québécois qui a émergé dans les dernières années. Je pense que personne n'est capable de nommer personne d'autre. Il y a Charlotte Cardin, exact. Exactement. Donc, c'est un autre indicateur. Je ne peux pas parler d'art, d'autres formes d'art en étant. Il y a Denis Villeneuve là, qui rayonne. Oui, mais bon. Je pense que vous comprenez un peu la trame narrative derrière ça. C'est que je pense qu'il y a une espèce de traversée du désert au niveau sportif et culturel. On le voit avec les résultats, je pense, plus au niveau canadien, au niveau des Olympiques d'hiver, où le Canada était une puissance, il faut le rappeler. Là. Et même dans des sports, les disciplines maîtres comme le ski alpin, le hockey, encore une fois, le hockey, aucun représentant québécois. Là, je vois quand même les sparages de Équipe Québec là, qui font des classements virtuels du Québec. Mais il n'y a quand même aucun joueur québécois dans l'équipe nationale canadienne, ce qui est quand même spécial. Oui, alors où on se parle, le Canada est en 11e position dans le classement des médailles, tandis que la Norvège est numéro 1. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. La Norvège, qu'est-ce qui fait en sorte... Peut-être, y a-t-il un lien? Là, je fais un lien peut-être élastique. L'Australie était devant nous. Là, je pense qu'on est passé. Mais l'Australie était devant nous pendant un moment. Là. Ça n'allait pas très bien. Oui. Non, mais alors, on se parle 14e. Mais la Norvège, quand même, on peut penser qu'il y a de l'investissement dans le sport. Est-ce qu'il y a un lien, selon vous, entre, disons, les bonnes performances du Fonds souverain norvégien et leur performance olympique? Et j'imagine que l'argent, ça doit être important aussi pour rayonner sur la sphère internationale au niveau du sport. Ça a toujours été l'espèce de fausse réalité du paradis socialiste des pays nordiques, alors qu'en réalité, c'est des économies de marché. Il y a des hôpitaux privés en Suède. Là. Donc, si vous voulez parler d'un système de santé mixte avec la participation du privé, vous pouvez aller voir en Suède ou en Norvège. La Norvège a toujours dominé, en passant. Ça a toujours dominé les épreuves nordiques, d'ailleurs. Il y a quelque chose là. Je pense que c'est un peu, là, ça domine actuellement toutes les manchettes. Comme un petit pays comme ça peut dominer autant dans des Olympiques d'hiver. Donc, il y a peut-être des recettes là-dedans. Vous avez dit que c'est un pays aussi qui a exploité ses ressources naturelles. Il a choisi de faire un fonds souverain avec ça. C'est un ensemble. Il y a une question d'éducation aussi. Je pense que le sport est très préconisé depuis longtemps. Je pense dès la maternelle. Là, le sport fait partie de l'éducation quotidienne. Littéralement des jeunes qui vont en ski à l'école. Et on sait aussi que la Suède n'a pas fermé durant la COVID, donc peut-être qu'ils vont continuer à faire du sport. Effectivement. D'ailleurs, il y avait un article de Mathias Brunet dans la presse cette semaine qui faisait une comparaison entre justement les juridictions qui ont été plus ouvertes pendant la COVID, notamment les États comme le Texas, l'Arizona, la Floride, qui ont produit les joueurs de hockey, et la Suède, notamment. La Suède, qui ont quelques joueurs maintenant dans la Ligue nationale, et justement la traversée du désert que vivent le Québec, et également le Canada aussi. Il y a quand même une baisse du nombre de joueurs là, qui arrivent dans la Ligue nationale. Donc, il y a peut-être un lien avec la vie des jeunes qui ont été hypothéqués là, durement, comme des plus vieux, notamment dans ces années-là.
Très bien, Jonathan Hamel, je rappelle que vous êtes investisseur montréalais, commentateur de l'actualité politique, ici même au Libre Podcast, mais également sur Radio Pirate, radio bien connue au Québec, radio qui va fêter, je crois, ses 20 ans, donc peut-être que nous aurons l'occasion de leur parler de notre côté, en tout cas. On invite nos auditeurs à aller vous écouter un peu partout et à vous suivre sur votre compte X. Jonathan Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également vous abonner au libre-media.com pour la modique somme de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, un accès illimité à tous nos contenus. Nous vous invitons également à aller voir le documentaire sur la chaîne YouTube de Libre Média, Démantèlement le prix de la liberté, un documentaire signé Jérôme Blanchet-Gravel. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. À vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.